Fiction service et histoire vraie. Sur cette chaîne, c'est important pour moi d'avoir une rubrique de réaction quotidienne et d'autres choses qui sont plus le travail de fond. Est-ce qu'on reproche à une radio d'avoir des émissions du soir, des émissions du matin? Je m'oriente petit à petit vers ces formes. Et évidemment, les deux peuvent se contaminer. Ce soir, je voudrais raconter une histoire vraie et qui ne m'appartient pas forcément parce que je l'ai apprise hier sur ce même média YouTube par lequel je la renvoie et le lien est juste là en bas dans la barre d'information. Alors, auteur, qu'est-ce qui nous relie à l'aventure du livre, à l'imaginaire du livre? Est-ce qu'on peut écrire sans cet imaginaire du secret, de l'énigme, de quelque chose d'un peu dangereux même peut-être? Et c'est probablement ce qui nous retient si fort aux librairies d'anciens. Bruno Lalonde, le lien ci-dessous, peut-être que sa spécificité, c'est d'être à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il est vraiment commerçant. Je suis allé à sa librairie du livre voyageur, à Montréal, au numéro 3000 et quelques d'une longue avenue. Vous savez, dans cette ville grise, on est donc dans ces immensités du Nord où on a toujours l'impression, nous Européens, que cette cassure d'échelle fait que les villes dérivent à la surface de la Terre d'une autre façon que les nôtres. Et il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et j'y ai dormi, il a acheté une ancienne imprimerie. Dans cette ancienne imprimerie, il a sa propre bibliothèque, il a un petit logement pour même inviter des artistes ou des auteurs de passage, là où j'ai dormi. Et puis là, donc, encore des livres. Et puis tout le rez-de-chaussée, sur rue, c'est les longues travées, les enfoncements, les rayons, mais aussi les empilements de sa librairie d'anciens. Avec lui, son truc, c'est d'aller acheter des livres, recueillir des héritages. Ce qui est impressionnant même, c'est qu'il ne garde que ce qui lui semble participer là de ce mystère. Le reste, il le redistribue aux hôpitaux, par exemple. Et puis même à l'arrière, une sorte de salle où justement c'est seulement carton, empilement, et puis une mandoline. Alors, Bruno, on s'est connu par YouTube, et il a une drôle de manière de faire des vidéos parce que il se place devant son ordinateur. Je crois que maintenant, quand même, il y a un vrai micro USB branché sur l'ordi, mais il ne fait pas de montage. Alors hier, je pense que la vidéo devait être enregistrée à 10h, un tout petit peu avant, à l'heure de l'ouverture de sa librairie. Et le moment où il est tranquille. Mais voilà qu'à un moment, ça cogne à la porte. Et lui, il fait signe, non, c'est pas ouvert encore. Finalement, il voit le gars qui arrive. Et là, c'est le mystère, ou un petit peu là aussi, ça fait tellement partie de l'homme. Qui d'autre que lui ferait ça? Eh bien, il s'en va, il nous laisse en plan, on regarde, bon, évidemment, le mur de livres, les tables, mais il n'y a rien à voir. Bruno est parti, on entend vaguement les voix de la conversation au loin, le bruit de la rue, la ville américaine, la ville moderne. Et puis finalement, il revient avec un gars. Et il nous dit que la spécialité de... Alors ce gars apporte 3 cartons de livres. J'ai jamais compris dans la vidéo qu'est-ce que c'était ces cartons, d'où le gars se les était procurés, pourquoi il les amenait à cette heure-là. Et Bruno qui dit « Oh non, mais c'était pas ouvert, j'étais en train de faire une vidéo ». La vidéo, son thème au départ, c'était pour lui ce qui est en train de se passer chez eux. C'est-à-dire, par exemple, le fait que les loyers pour ses libraires, et lui, il a acheté son usine, son ancienne imprimerie, allait s'écrouler et que de plus en plus, au lieu de ces grands bâtiments, chaînes, Renault, Bray, etc., comme au Québec, avec toujours la même daube, les mêmes trucs brillants, les mêmes... Non, on voyait apparaître de plus en plus de démarches petites, mais ultra pointues. Il ne fait pas la différence entre livre ancien et livre moderne. Il faut que j'avance.
Et il nous présente, ce gars, et il le présente comme un ami. Mais je crois que c'est facile d'être l'ami de Bruno Lalande dès lors qu'on aime sa librairie. Et il nous dit, ça commence par une discussion sur le vocabulaire. Est-ce qu'on dit crémateur? La fonction de ce gars, son métier, c'est qu'il travaille à Montréal dans le lieu où, alors nous on dit incinérateur, là-bas ils n'aiment pas. Et ça part là-dessus. Alors Montréal, et justement ça renvoie à là où Bruno avait d'abord sa librairie plus petite, juste à côté de l'université de Montréal, l'UDEM, Côte-des-Neiges. Et Côte-des-Neiges, moi, je connais bien aussi ce quartier, ayant été invité justement à l'université de Montréal. Peut-être c'est comme ça qu'il a connu ce gars, d'ailleurs. Donc on est en hauteur. Vous savez que Montréal, c'est le mont Royal, cette montagne qui domine la ville. Et sur le côté... Attendez, sur le côté est, c'est difficile pour nous de toujours inverser. C'est des forêts, des bois, des lacs. Et sur la partie gauche, qui tombe en pente raide, sur son retour sur le centre-ville, eh bien c'est le cimetière. C'est un cimetière géant. Et combien de fois, moi, quittant l'UDEM, au lieu de prendre les 10 minutes de bus ou... ces stations de métro dont ça m'a toujours émerveillé, une station s'appelle Laval. Ah, tout d'un coup, toi, tu es en exil et non, tu te retrouves à Mayenne, cette ville des morts. Et c'est une ville des morts où, évidemment, quelque chose qui est différent, par exemple, des cimetières de Québec, où on est dans la tradition anglo-saxonne, des choses ouvertes. Non, il y a une telle densité qu'on retrouve un petit peu cette oppression des cimetières européens, mais un petit peu comme au Père-Lachaise, cette façon d'ouvrager, élever, faire trace aussi de la situation sociale. Donc c'est quelque chose, ce cimetière de Côte-des-Neiges. Et voilà ce que raconte... et voilà ce qui se raconte dans leur conversation à tous les deux. Ils parlent d'une bibliothèque des morts. Ils parlent de quelqu'un qui, en France, avait commencé à militer pour la crémation. Et là, bon, il y a des données très précises sur lesquelles ils reviennent. C'est vrai qu'au Québec, la crémation est maintenant quelque chose de très commun et qu'en France, même si ça évolue de plus en plus comme ça, encore ces jours-ci, un ami qui était avec moi à la Villa Médicis, avec sa propre fille, le compagnon de sa fille et son petit-fils, sont allés déposer dans le Vercors les cendres sur les pentes boisées du Vercors. Telle était la dernière volonté. Donc, bon, j'ai vécu ça encore il y a 2-3 mois pour ma mère. C'est un monde de rituels, même si c'est-à-dire la façon dont les rituels laïques, en faisant abstraction de tous ces trucs de religion sur lesquels on est de plus en plus à cran et à l'offensive, comment organiser les signes du deuil, de baliser le temps du deuil et de solidifier par la parole, par les gestes, par le temps. Et c'est que la crémation, évidemment, c'est un long temps un petit peu vide. Et là, pour ma maman, au tout début juin dernier, il y avait eu ce genre de cérémonie, même si on était tous avec masque. Et puis ensuite, on dit au revoir. Quelqu'un emmène la bière. Elle s'en va discrètement. Et puis, on nous dit, revenez à 14h. Il semble que quelquefois, à Montréal, ce qu'on vivait aussi, ce que j'ai vécu aussi pour mon père, par exemple, c'est-à-dire, on reste là, le temps des 2 heures qui sont nécessaires. Et évidemment, la conversation tout de suite entre Bruno et son ami, ça devenait, bon, il s'est passé quoi dans la pandémie? On a tous ces images de New York, et là, c'est des choses qui sont vieilles pour nous. Je regardais là sur BNF Gallica un livre de Gustave Le Bon,
C'est de 1866, c'est le même qui est plutôt connu pour ce livre, bon, aujourd'hui assez banal, Psychologie des foules, mais j'ai rien à voir avec Gustave Le Bon. Bon, c'est un nom très courant. Et c'est un gars qui a beaucoup voyagé aussi, y compris l'Himalaya, le Népal. C'est quelqu'un que je respecte. Et ce livre, c'est comment gérer juridiquement, en plein 19e siècle, quand il n'est pas possible de gérer industriellement la question du froid, même si l'approvisionnement en glace de Paris, on sait déjà le faire depuis au moins Louis XIV, même François Ier, on a des traces dans Rabelais, la glace qu'on promène dans du feutre imbibé d'huile, et on l'importe l'hiver, on la garde dans les souterrains, et on a de la glace toute l'année. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails. La question pour Gustave Le Bon, c'est par rapport à toutes ces histoires, mais qui sont aussi le légendaire de la mort. Voir chez nous Anatole Lebras, légende de la mort en Bretagne, qui devait être dans le conteneur de la bibliothèque de la mort. C'est toutes ces histoires qui sont les morts qu'on réveille. Une femme est morte, un praticien veut quand même effectuer la césarienne, il extrait le petit bébé, mais la femme se réveille soudainement. Et vous savez, dans Rilke, il y a des choses sur cet autre rituel, c'est-à-dire pour être sûr qu'une personne est décédée, eh bien, on enfonce une aiguille loin, profond dans le cœur. Et puis aussi, il y a des fous, il y a des systèmes d'alerte, il y a des choses où les cercueils sont équipés de systèmes d'alarme. Bon, passons, ça c'est autre chose. La question de Gustave Le Bon, elle est juridique. C'est comment organiser dans une ville que là où il n'est pas possible de garder les corps longtemps, il y ait quand même à organiser un délai minimum pour être sûr qu'il soit mort. C'est un bon point de départ. On ferait un atelier d'écriture là-dessus? Non, je pense pas. En tout cas, cette personne dont il ne donne pas le nom, mais Bruno, je pense, va refaire une vidéo là-dessus, c'est quelqu'un qui avait, parce qu'il voulait militer sur le développement de la crémation en France, avait fait une collection systématique de tous les livres, opuscules, revues. Alors, évidemment, on en a tous dans la tête. Il doit y avoir Philippe Ariès, tout ça. Mais qui concerne la mort, qui concerne les usages sociaux liés à la mort et ses rituels. Et puis, à sa mort, c'est sa fille qui hérite de ça. Il se trouve que là, je suis dans une petite pièce que vous devez être habitué à connaître via mes autres vidéos, qui a à peu près la taille, l'espace, le volume d'un de ces conteneurs qu'on voit passer empilés par 4, par 8 sur tous ces grands bateaux qui ressemblent à des gros cubes, mais de toutes les couleurs, avec ces ports. À Montréal, il y a un port de conteneurs. J'y ai marché, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos à Auckland. À Paris, on a Gennevilliers, où il y a aussi, là où il y avait l'ancienne centrale, dont j'ai photographié la destruction, il y a aujourd'hui, on le retrouve dans ce livre magnifique de Jean Rollin, dont j'ai parlé récemment, Le pont de Bezons, cette gigantesque enclave qui n'est faite que de ces conteneurs en attente de transit. De Gennevilliers, par voie d'eau, péniche, jusqu'au Havre. Le Havre partiront en bateau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, je suis très enrhumé, parce que la jonction de la Seine à l'Oise, par des voies navigables larges qui feraient la jonction avec le Rhin, etc., pour l'instant, on ne peut pas faire passer de conteneurs sur l'Oise. C'est autre chose. C'est compliqué, hein, mais c'est compliqué parce que toutes ces choses, chaque fois qu'elles sont impalpables, on ne peut les cerner que par leur diffraction. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui vivre sur un de ces bateaux conteneurs qui sont lancés tout autour du monde
sens contraire de sa rotation. Et c'est bien récemment, moi par exemple, que j'ai compris que ceux que je voyais partir dans la baie de San Francisco, partant d'Auckland pour traverser le Pacifique, ils contenaient avant tout les déchets de la civilisation américaine ou de la nôtre. Et la fois où... tu te reconnaîtras, mon copain, puisque c'est avec toi qu'on y allait. Moi, j'avais des béquilles à Auckland, justement, pour photographier et filmer de près ces lieux d'embarquement. Les vigiles n'ont pas été très tendres avec nous. Alors, c'est un livre qui est paru il y a 3 ans maintenant, je crois. Un gars qui s'appelle Francis Tabouret. C'est un livre exceptionnel. C'est aux éditions POL. Ça s'appelle La Traversée. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gars ? Un gars qui est jeune auteur, quoi. C'est tout. C'est géant. Il gagne sa croûte. Alors, il y a plein de manières de gagner sa croûte quand tu es jeune auteur. Lui, il fait des convoyages. L'autre jour, j'en parlais de mes convoyages de voitures américaines, retour de Hambourg à Poitiers. Lui, c'était convoyer des animaux. Convoyer des chevaux, principalement, mais pas seulement. Des taureaux. Du Havre jusqu'à la Martinique, justement, le Québec. Alors, je ne vais pas rentrer là encore dans les détails, mais ce qui est fabuleux dans le bouquin de Francis Tabouret, c'est qu'on a les autres mariniers. On a aussi le temps, on a les tâches. Et donc, on est dans l'intérieur, vraiment, de cet univers sale, dangereux, monotone. Mais je reviens à mon centre. La fille de ce monsieur collectionneur et sa bibliothèque de la mort. Elle cherche en France un point de chute. Vous savez qu'en France, on n'est pas très tendre avec les démarches alternatives. Elle se fait bouler ici, bouler là, bouler ici, bouler là. Qu'est-ce qu'elle va en faire de ces mètres cubes d'archives de son père sur la question de la mort? Et là, elle entend parler Montréal, Côte-des-Neiges, que dans ce cimetière, il y a un lieu de recherche. Un lieu de recherche et d'archives. Elle prend contact avec eux et justement, c'est là où l'ami de Bruno, crémateur, organise que ce conteneur, que ces livres d'une bibliothèque de la mort soient transférés dans un conteneur, probablement à Gennevilliers, de Gennevilliers au Havre, du Havre jusqu'à ce que nous on appelle le Saint-Laurent, mais que personne là-bas appelle le Saint-Laurent, quel nom idiot. À la côte nord. Et finalement, arrive à Montréal. Alors, dans la discussion avec Bruno, elle n'est pas centrée sur cette bibliothèque de la mort qui, moi, tout d'un coup, m'a transporté littéralement, quoi. Il me le fallait, ce conteneur. J'aurais voyagé dans l'intérieur du conteneur. Et c'est là, justement, où ça a commencé et continué. Ensuite, dans une discussion privée avec mon ami Bruno Lalonde. Lui et son ami échangent sur ce qui s'est passé pendant ce qu'on appelle, nous, la première pandémie. C'est un peu dérisoire. En tout cas, ce premier lockdown de Montréal, et cette première étape. Vous savez qu'à New York, par exemple, c'était extrêmement... Toutes les morgues étaient saturées, donc il fallait installer justement des conteneurs réfrigérés pour stocker les corps. C'est matériel, la mort. Et c'est là-dessus qu'avait travaillé ce collectionneur français. Alors est-ce qu'à Montréal, ils avaient été obligés de trouver comme ça des solutions un peu limites? Il lui dit que non, simplement, pendant une brève période de 3 semaines, la charge de travail avait augmenté. Et là, cette belle expression, justement, des fours qu'il avait fallu faire ronfler plus fort. Et on n'en saura pas plus sur le conteneur. Moi, il faut que j'attende que la frontière se rouvre. Ça me manque de ne pas retourner au Québec. Ça me manque l'Amérique en général, mais évidemment, le Québec, je m'y sens chez moi. Je ne le dirais pas à mes amis québécois. Ils auraient trop peur. Mais
Évidemment qu'à mon prochain séjour, avec le Bruno Lalonde, on ira la visiter, la bibliothèque. Et c'est ça qui m'a raconté, qui leur fout la trouille. Dans ces conteneurs, vous savez que maintenant c'est rien du tout, c'est comme des petites GoPro là. Dans ces conteneurs, désormais, aujourd'hui, c'est un peu comme ces petites GoPro. Là. Il y a longtemps que je n'ai pas touché la mienne. J'arrive même plus à l'ouvrir. Mais oui, c'est minuscule, c'est minuscule. Mais c'est encore des objets beaucoup plus petits. Mais la surveillance électronique du bateau et de ce qu'il transporte, c'est systématique. Hein. Il y a ces petits objets avec une image fixe. Bon, vous savez, c'est simple, les GoPro, et il y a cette fonction-là. Tu appuies sur un bouton et puis toute l'étendeur, elle efface. Ou alors, il y a même une fonction qui fait que seulement si ça bouge, elle archive. C'est fait, bon, c'est idiot. C'est fait pour les pêcheurs à la ligne. Le gars, il laisse la GoPro, elle est branchée. Puis une fois toutes les 2 heures, waouh, ça y est, il chope sa bestiole et tout. Bon, il y a des gens qui sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, la GoPro enlèvera le reste, ne gardera que ça. Eh bien, et sur le bateau, vous pouvez lire le livre de Francis Tabouret, les moyens de surveillance vidéo. C'est quoi? C'est des choses de sécurité. S'il y a un incendie qui prend, vous savez que ça arrive tout le temps. Et là, c'est plutôt sur des bateaux de merde. Plutôt sur ces trucs-là, immatriculés dans un endroit, avec un équipage qui vient d'un autre endroit, pour eux aussi dans la pandémie. Oh là là, ça n'a pas été triste. Enfin si, trop triste. Bon, eh ben, ces petits appareils-là, on a ça même maintenant dans les voitures, vous savez, tu démarres ta voiture, le petit truc sur le pare-brise, et puis comme ça, au cas d'accident, eh bien, oh, bah, c'est bon, tu auras tous les éléments sur ta petite caméra, parce qu'elle filme en continu, même si tu as roulé pendant 4 heures. Eh bien, ils ont eu accès à ces images à l'arrivée. Parce que ça avait fait une embrouille avec la police. Parce que dans ce grand conteneur, mêlé à plein d'autres conteneurs, avec ce petit moyen de dispositif optique de contrôle et surveillance, dans ce conteneur rempli d'archives et de livres sur la mort, il y avait la silhouette d'un homme assis. Alors évidemment, les autorités portuaires, ça ils aiment pas. Ils ont bien visité le conteneur à l'arrivée. Il n'y avait plus trace de la silhouette assise. Le problème n'a jamais été résolu. Et ça date juste d'il y a 2 ans. C'est pour ça que j'ai besoin de cette série Fiction Service et Histoire Vraie.